Tout de suite, sexe, drogue et surtout beaucoup de rock'n'roll. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Philippe Manœuvre. Bonsoir Mélanie. Journaliste, spécialiste du rock, ancien rédacteur en chef du mythique Rock & Folk. Pendant combien de temps ? Oh là là, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Souviens-vous aussi dans Les Enfants du Rock ou plus récemment dans La Nouvelle Star. Libé dit de vous que vous êtes un monument national. Rien que ça. Et vous publiez donc la deuxième partie de vos mémoires, un peu comme Catherine Ney, qu'on a reçue lundi dernier, mais pas voilà. Le même contenu. Hein. Cette fois-ci, vous nous parlez de vos mémoires musicales, toutes les rockstars que vous avez rencontrées depuis les années 70. Le livre s'intitule Flashback Acid, c'est chez Robert Laffont. Alors, Flashback Acid, tout est dit en deux mots. Flashback pour retour en arrière et acide pour la drogue. Voilà, parce que c'était le flashback acide, c'était une fake news. Hein. Dans les années 60, le gouvernement américain avait répandu cette rumeur. Si vous prenez du LSD, dans 20 ans, vous aurez des flashbacks acides. Vous vous retrouverez en plein trip. Et si vous êtes pilote de bus ou pilote d'avion, on plaint les passagers derrière. Donc le terme est resté. Et souvent, je rencontrais des artistes rock qui me disaient alors, les flashbacks acides, ça vient. J'attends pas, toujours. Tout le monde attend, quoi. Donc, j'étais en train d'écrire le livre et je me suis dit, mais ça va être un vrai flashback acide. Et boum, ça pourrait être le titre du livre. La révélation. Tout le monde a dit que c'était une très bonne idée, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être clair, parce que cette fois, j'ai raconté mes mémoires en parlant des gens qui ne s'économisaient pas sur le plan des psychotropes, de la consommation des psychotropes, pour rester tranquille. Oui, il y a beaucoup de... Il y a un chapitre en Russie avec les scorpions, c'est la vodka, il y a un chapitre sur la cocaïne, sur le LSD, sur l'herbe, sur la cannabis cup. On voit un peu... Vous faites les liens, en fait, entre le rock aussi et la consommation de drogue, mais c'est intéressant parce que vous dites finalement, ça fait partie intégrante du rock. Ça a fait. Voilà. C'était à une époque, moi je parle d'une époque, années 80, 90, où il y avait un véritable blizzard de cocaïne qui s'était abattu sur le rock, et où, quand on arrivait... c'était presque, on boit un café, non, je te fais un petit rail, quoi. C'était à la mode. Ouais, c'était une mode, il y avait une impression générale que c'était sans risque et qu'on pouvait repousser toutes les limites et qu'on pouvait travailler plus, donner plus sur scène, pourquoi pas, Ce qui n'était pas totalement faux, puisqu'effectivement, c'est des excitants aussi. Au début, la première année, ça se passe plutôt bien, mais c'est après que ça devient très difficile. D'ailleurs, je raconte à un moment Lemmy de Motorhead était allé voir un médecin. Lemmy Kilmister, qui est un peu le rock incarné. Hein, voilà. Pour moi, oui, c'est le rock biker. C'est-à-dire c'est un bonhomme qui a passé sa vie en cuir noir, avec son chapeau de cow-boy, jouant de la basse, chantant d'une voix un peu démolie, ahanée par trop de cigarettes, trop de whisky, trop de savoir quoi. Voilà. Donc, fils de vicaire. Fils de vicaire, mais dans le métal. Qui était dans le métal et qui jouait plus fort que tout le monde. C'était vraiment... J'ai vu, moi, dans des concerts, des filles avec les oreilles qui saignaient. Hein, c'était terrifiant. Motorhead jouait vraiment très, très fort. Et vous parlez des Scorpions, donc le groupe de rock allemand. Oui. Vous racontez qu'ils insistent pour que vous les suiviez lors de leur tournée en URSS. Donc, on est à la fin des années 80. Oui. Ils font 10 concerts de rock à Moscou. Et c'est un moment révolutionnaire. Vous dites, le rock... perversion occidentale est interdite depuis les années 50. Mais oui, on était en 88 et les jeunes... Il y avait des centaines de milliers de cassettes pirates qui circulaient sous le manteau. Ils recopiaient les radios finlandaises, suédoises, norvégiennes, toutes les bordures de l'Union soviétique qui bombardaient du rock toute la nuit, ils recopiaient ça. Et c'était interdit. Les disques étaient interdits. Se rassembler entre fans de Kiss ou de Scorpion pour écouter un disque, c'était le goulag immédiat. Et donc, d'un seul coup, le gouvernement soviétique, 2 ans avant la chute du mur, dit... Et si on s'ouvrait au rock? Jusque-là, ils avaient eu Elton John en piano solo, avec un percussionniste et tout, il n'y avait pas le groupe. Et Billy Joel en piano solo. Alors, quand les Scorpions sont arrivés... Franchement, on a vécu, c'est très rare dans nos métiers de musique, d'entertainment, que ça devienne historique. J'ai dit, il y a eu 2 moments historiques, c'est quand j'ai été avec les Sex Pistols sur le bateau Mouche et qu'ils ont été joués God Save the Queen en plein jubilé de la reine devant Buckingham Palace, on s'est tous fait arrêter. Et puis le moment où les Scorpions sont allés donner leur premier concert en Union soviétique, parce que les Russes
voulaient du rock. Ils n'en pouvaient pas. C'était vraiment leur désir, leur volonté, quoi. Ouais, vous dites, au bout de 20 ans, réussite absolue de cette fameuse interdiction, une jeunesse soviétique fascinée par ce truc censuré. Ah ça, dès qu'un truc est interdit, ça devient glamour. C'est la meilleure manière pour justement que tout le monde ait envie de le découvrir. Alors, vous nous parlez aussi de Bowie. Ah bah oui. On va le voir en couverture là, de Rock'n'Fold. 23 23 couvertures. Là, c'est la première, je crois, couverture. Oui, on est en 76. Vous dites le cerveau du rock. Alors, ce qui est très drôle dans le bouquin, c'est qu'on voit que le premier contact que vous avez avec lui, c'est pas du tout comme musicien, c'est vous l'interviewez en tant qu'acteur. Oui, parce qu'il venait de sortir un film, L'homme qui venait d'ailleurs, et il était lui aussi tombé dans la cocaïne, et il avait été incapable de faire la promotion de ce film lors de sa sortie aux États-Unis. À l'époque, ça sortait suivant l'Europe à un moment, les États-Unis à un autre. C'était pas comme aujourd'hui, c'était pas mondial. Donc pour l'Europe et pour la France, il a décidé de se rattraper. Il vient à Paris et il veut faire la promotion. Il veut parler à des journalistes cinéma. Pas des journalistes rock. Non. Pas des journalistes musique, des critiques de cinéma. Le critique de cinéma. Mais le critique de cinéma de rock et folk ne parlait pas très bien anglais, pas couramment en tout cas, pas du tout pratiquement. Et donc, il me demande de venir avec lui. Et je me retrouve face à David Bowie un peu... Pour faire le traducteur. Voilà, et puis pour participer à l'interview, bien sûr. Et là, David Bowie me fait subir le grand oral, quoi. C'est lui qui vous pose des questions. Voilà, d'un seul coup, il m'a posé des questions. Il me dit, et au niveau du cinéma japonais, tu connais? Et là, je tombe, je me dis, mais pourquoi il ne me parle pas de ces 45 tours? Pourquoi le cinéma? Et je me souviens d'un vieux titre d'un film que j'avais vu au Ciné-Club à Chalon-sur-Marne. Et je lui dis, moi, j'adore Onibaba, The Women Killers. Et c'était un de ses 5 films préférés de tous les temps. Et là, on a gagné 1 heure d'interview en plus. Voilà. Bon, et puis on découvre aussi plein d'autres personnages qui sont beaucoup moins connus et pourtant très importants. Alors j'en ai sélectionné un quand même, c'est Marc Zermati. Oh là là. Il est français celui-là. Oui. Et c'est le patron du punk, donc le punk est français. Ouais, il a participé à l'invention du punk à égalité avec Malcolm McLaren, qui était un peu lui aussi un intellectuel crypto-situ, comme on disait, les crypto-situationnistes. Et il trouvait que le rock s'embourgeoisait, devenait un peu ennuyeux en 1975. Donc ils se sont dit, il faudrait fonder un groupe sauvage, un groupe qu'on appellerait les Sex Pistols. Et ils ont trouvé 3 voyous et ils ont fait les Sex Pistols, quoi. Et c'est vraiment eux qui ont donné cette impulsion. C'était un peu comme nos grands frères. Ils avaient 7-8 ans de plus que nous et ils ont eu ce rôle de dire, mais le rock, c'est une révolution, c'est une agitation, ne vous laissez pas faire. Là, oui, franchement, Marc Zermati, les gens, je crois, on connaît assez peu. Évidemment, les néophytes, hein, voilà, les spécialistes. Et je crois que beaucoup de gens, quand je fais des dédicaces en France, beaucoup de gens le connaissent, me parlent de lui parce qu'il a tourné avec tous ces groupes, avec Motorhead, avec les Cramps, avec Dr Feelgood, avec les Clash. Il les emmenait dans les provinces françaises. Il a fait les tournées avec les Ramones et Talking-Heads. Et donc les gens ont gardé de lui un souvenir admirable. Et d'ailleurs, vous l'aimez beaucoup. Vous vous dites, mais c'est une bonne idée pour Netflix, par exemple, faire un documentaire, documentaire sur l'histoire secrète du punk et de parler de Zermati. Ah oui, je crois, parce que en fait, il y a des gens que personne ne connaît, comme Pierre Bonin qui avait organisé le concert des Sex Pistols à Paris. Enfin, ces gens assez inconnus. Une idée de documentaire pour vous? Mais peut-être, on verra. Oui. Après ou avant le tome 3? Voilà, non, alors le tome 3, je sais pas. Franchement, tout le monde me parle du tome 3, mais quand vous avez passé 9 mois à écrire un livre, à travailler là-dessus, vous avez tout arrêté pour pouvoir le faire le mieux possible et vous êtes en pleine promotion. C'est pas le moment de lui parler de tome 3. Quand on parle de la suite, vous vous dites, oh là là, mais vous l'avez lu là. Voilà, flashback acide, encore plein de rencontres, plein de souvenirs passionnants et rock'n'roll à lire. Philippe Manœuvre, merci à vous tout de suite. Merci Mélanie. C'est dans l'air. Bonne émission, à bientôt. Merci.